la nuit du 20 au 21 avril, et j'aimerais traiter de ce propos ou de cette idée comme ça qui m'est venue hier et qui est venue comme ça sous cette forme, le héros maudit d'une funeste ou d'une funeste histoire ou d'une funeste épopée, peu importe. En tout cas, je me perçois comme un héros qui se sent investi d'une mission mais qu'il ne va pas accomplir. Voilà un héros qui peut-être a une haute idée de lui-même, mais finalement, il est, il n'a pas le droit, n'a pas de revendiquer ce statut. Donc c'est un héros qui, dès le départ, nié dans sa légitimité, mais passant. Un héros maudit, maudit parce qu'il a failli, parce qu'il n'a pas été à la hauteur, parce que malgré ses prétentions, malgré un peu sa résolution ou ce qu'il en laissait voir ou entendre, malgré un peu un ego un peu démesuré, pourtant il est là. C'est le héros défait, le héros battu par lui-même. Il n'a pas eu à fournir, comment dire, il n'a pas eu beaucoup à guerroyer et contre les autres, qu'ils soient des ennemis réels ou supposés. Mais il a plutôt tenté de s'extraire ou de s'émanciper de lui-même, de sa propre, j'allais dire, suffisance, de ses propres limites. Il a été vaincu par son incapacité à se transformer, à se transcender, à se métamorphoser, à être, à devenir l'être auquel il aspirait. Il est resté un être balbutiant, un être débutant, un être chancelant, un être hésitant, un être un peu indécis, confus, un peu tout cela. Tout à l'heure, j'étais en train de parler et j'avais commencé à traiter ce propos, comme on dit, ou comme je dis moi, et puis finalement, j'ai fait une mauvaise manipulation et l'enregistrement s'est arrêté. J'avais commencé à parler de Don Quichotte et il est évident que un peu forcé de le convoquer puisque tout le monde le cite, puisque c'est considéré comme une référence absolue pour tous les chercheurs, un peu tous les rêveurs, tous les chevaliers et tous ceux qui cherchent à se lancer dans une quête pour chercher de la gloire ou de la richesse, ou en tout cas pour se fabriquer une légende. Comme quelque part Don Quichotte peut-être a échoué, j'en sais rien. Mais en tout cas, on pourrait dire on a un peu les guerres qu'on mérite, on a les batailles qu'on peut entamer si nous sommes faibles ou modestes dans nos capacités, nous allons nous contenter de batailles à notre niveau. Nous n'allons pas
nous lancer dans une sorte de démesure. Et, et voilà que nous combattons, comme encore une fois Don Quichotte, que nous combattons, nous prenons nos désirs pour des réalités, nous fantasmons, nous transformons ce qui est visible, ce qui est devant nos yeux, et pourtant nous le travestissons, nous le un peu dénaturant. Voilà un peu une funeste histoire dans laquelle d'autres gens se retrouvent embarqués. Une histoire, une épopée qui va impacter, comme on dit aujourd'hui, d'autres gens qui, d'une certaine façon, n'ont rien à faire dans l'histoire. Des gens qui n'ont rien fait, qui n'ont pas fauté, et pourtant, ils se retrouvent aussi un peu entraînés dans cette chute. Comment, en fait, parler pour parler, en sachant que on ne va pas être entendu, que si on est entendu, on l'est sur une courte période, que tout ce que je fais n'offre aucun intérêt, ne représente rien pour les autres. C'est un travail, si je puis l'appeler ainsi, un travail qui reste un peu comment dire, c'est pour ma propre consommation. Je ne peux pas en fait le partager avec d'autres. On pourrait dire, ah oui, c'est normal puisqu'il s'agit d'une personne qui s'adresse à elle-même. Donc c'est normal que cela n'intéresse pas les autres, les extérieurs. Donc c'est une histoire privée. Mais si on suit ce raisonnement, tout est d'ordre privé. À quoi, à ce moment-là, la littérature, les correspondances, tout ce qui est de l'ordre de l'écrit ou de l'oral, tout ce qui est, d'une certaine façon, raconte quelque chose, n'a pas d'intérêt, puisqu'il émane d'une personne, et d'une façon ou d'une autre, il n'est pas représentatif de quelque chose de plus grand que cet individu. Ce qui émane d'un individu est d'une certaine façon marqué par une sorte de ne doit pas offrir un intérêt. Bien sûr, cette parole-là, elle ne fait pas rêver, elle ne fait pas s'envoler, elle ne vous fait pas vous déplacer dans un lieu que vous ne connaissez pas. C'est des mots que vous avez l'habitude d'entendre, peut-être. Ça peut être très plat, un peu comme un journal intime. Vous lisez un journal intime, puis ça commence à vous paraître un peu trop intime, un peu trop singulier. Ben, c'est pas votre histoire. Passez le moment un peu de curiosité et vous laissez tomber. Vous cessez de porter de l'intérêt à cette chose. Pourtant, il y a des journaux intimes qui sont très, comment dire, non pas inspirants, mais qui sont j'allais dire, d'une richesse et d'une expressivité inégalée. Donc, tout dépend de celui qui écrit, comment il écrit, le style de l'écriture. Et puis, il y a aussi le style de l'écriture orale, comment on présente les choses, comment on les arrange, comment on les, d'une certaine façon, comment on les habille. Bien entendu, tout dépend donc de moi. Mais souvent j'échoue dans cette affaire-là.
Mais je suis habitué à l'échec. J'ai tenté de m'adresser à d'autres par ce biais-là, parce que ça me paraît intéressant, un peu novateur, un peu inusuel, inédit. Voilà, je vais peut-être un peu loin, c'est pas si inédit que ça, mais ça change de la conversation qu'on peut avoir comment dire, de vis-à-vis. Ça peut changer un peu des correspondances qu'on peut de la qu'on peut échanger avec une personne. Ça paraît un peu plus comment dire, et puis par les multiples un peu les multiples formes et les multiples sujets évoqués, ça offre un peu une certaine palette de choix. Il y a des moments qui sont différents, les moments sont différents les uns des autres, et donc on peut choisir. On peut choisir un peu aller à la découverte de cette somme de paroles, et essayer de voir en quoi elle peut être intéressante, un peu se laisser emmener, voyager avec ces mots, et peut-être se laisser captiver, pourquoi pas. Mais, et pourtant, donc c'est un héros, j'allais dire un héros maudit, mais aussi un héros fatigué, un héros un héros désenchanté, un héros qui préfère plutôt qu'on lui règle son compte, plutôt que de continuer à se battre contre des choses qui n'acceptent pas de livrer bataille. Voilà un peu la situation, comme on peut la présenter. La parole, en ce sens qu'elle est une sorte de création ou de reprise, peu importe, de quelque chose. La parole, c'est de nous faire avancer de faire progresser dans cette approche que nous avons dans ce travail de compréhension, ce travail de saisissement que nous avons avec les choses, avec les événements, avec les êtres, etc. Nous devons produire de la parole pour savoir où nous en sommes. Nous aimons entendre nos mots, définir, prendre position, conclure, et puis après se lancer dans des explorations, essayer de comprendre, tenter de façon continue, de façon appuyée. Cette chose-là résiste. C'est par les mots que je vais arriver à la maîtriser, à la dominer, ou alors à en faire une sorte d'allié, à l'avoir dans mon camp. Et la parole a beaucoup d'ambition, mais elle échoue souvent. Que ce soit une parole directe ou une parole comme celle-ci, indirecte, elle échoue.
Donc, il reste rien. Il reste à se battre contre je ne sais quoi, contre quelque chose qui n'a pas de consistance. Ce temps qui fuit, il est, il est impalpable. Comment, comment représenter cette chose-là, ce mouvement, continu de en ce moment je suis ici et tout à l'heure je vais être plus loin dans une sorte de transport, je vais être transporté dans un autre temps. J'ai effectué un mouvement, mais je n'ai pas la preuve, le sentiment et l'évidence de ce déplacement. Il y a bien sûr des éléments qu'on pourrait qualifier d'objectifs qui sont là pour témoigner de cela. Et pourtant, j'en doute, j'en viens à douter de la réalité ou de choses les plus réelles. Le réel devient une sorte de chose mouvante, instable, un peu aléatoire, un peu plein de choses comme cela. Donc, il y a une ambiance qui fait que chaque petit garçon a envie d'être le héros d'une histoire, de son histoire ou de quelque chose de plus grand encore. Petit garçon veut partir à la conquête du monde, veut réaliser ses rêves, veut se couvrir de gloire, veut aussi marquer le monde, veut conquérir le monde par son intelligence, par ses capacités, par ses dons. Le petit garçon peut être confiant en ses capacités et pourtant, les jours et les années font que il renonce, font qu'il devient beaucoup moins sûr, beaucoup moins convaincu. Les temps font que il se persuade soit qu'il n'est pas à la hauteur de ses rêves, soit que ses rêves n'auraient pas dû exister. Il renonce jusqu'à la plus profonde et la plus intime de ses convictions et de ses... Voilà qu'on renonce à soi parce que le monde nous y force. Nous renonçons à la partie la plus intéressante, la plus emballante, la plus motivante, la plus de nous-mêmes. Après, on est là dans une sorte d'attente. Une attente sans objet. J'attends, j'ai l'impression d'attendre, je donne l'impression d'attendre, en fait je n'attends à rien. Je ne peux plus à rien attendre. Tout ce qui pouvait se produire s'est produit. Et ce qui reste, ce n'est que une sorte de redit ou de revue des choses qui ressemblent à d'autres.
que j'ai connu. Le jour d'hier ressemblait à celui d'aujourd'hui. Demain, ce sera comme il y a 2 jours ou 3 jours ou plus loin encore. C'est toujours la même chose avec de très très faibles nuances ou changements. Il y a quelquefois des petites choses qui font que l'on donne une certaine différence, que l'on accorde un peu le statut de singularité ou de singulier à un certain jour, mais finalement, même cela finit par s'estomper et le jour devient une sorte de totalité. C'est totalement dans la totalité des choses, un peu dans la totalité de mon vécu, car je vois, puisque plus rien ne se produit, je vois mon vécu déjà dans ces moments les plus ultimes. Je suis déjà fini. Quoi que je fasse, quoi que je peux laisser apparaître, j'ai atteint mon maximum. Je suis d'une certaine façon une sorte d'aboutissement terminal. J'aboutis. Tout ce qui peut se produire après ce moment, ce n'est que un peu de la transformation, mais de cette transformation qui est le signe d'une défaisance, d'une décomposition, d'une perte de substance. Voilà les éléments constitutifs de soi commencent à s'éparpiller, à se disperser, touchés par une sorte de mouvement, une sorte d'irréversibilité ou une sorte de comment parler à quelqu'un qui ne vous écoute pas ou ne vous écoutera jamais? Comment parler quand c'est vous qui avez créé ou participé à la création d'une sorte de confusion? Confusion dans les propos, confusion dans les idées, confusion dans les priorités, confusion dans les projets, confusion dans les rêves, confusion dans les vues, confusion dans les explications, confusion dans les arguments, quand c'est vous-même qui êtes à l'origine de votre situation. Si difficile à accepter, si difficile à vivre. Et voilà, donc il peut y avoir un moment où, parce que c'est la nuit, voilà, la nuit fait que on s'adresse à quelqu'un qui n'est pas là. On le sait, on en est sûr, doublement. Déjà, le jour, on pourrait être en train de dire quelque chose à quelqu'un, et on sait qu'il n'est pas là, il n'est pas en face, donc il n'est pas là. Et la nuit, c'est la première absence. C'est le premier un peu, comment dire, dialogue qui n'en est pas un. Donc on s'adresse à quelqu'un qui n'existe pas. Mais la nuit fait que son absence devient double absence. La nuit fait que ce qui était un peu de l'ordre, qui pouvait un peu être difficile à obtenir, devient totalement impossible. À cette heure-ci, je ne peux attendre à rien. Personne ne viendra frapper à ma porte. C'est terminé. Je dois attendre le lendemain pour de nouveau me mettre dans une situation d'attente que je sais
par avance, inféconde, stérile, cette attente qui est devenue un mode de vie, une sorte de... Voilà comment, quelquefois, on veut parler, mais presque on ne parle pas. J'ai l'impression de ne pas parler. Mes mots sont un peu... se placent difficilement. Ils ne sont pas à leur place, il leur manque quelque chose. Voilà, cette expression malaisée de quelque chose. Comment exprimer une chose quand on n'arrive pas à l'identifier. En fait, je fais exprès de ne pas identifier les choses parce que cela me change un peu. J'ai tellement identifié les problèmes que je voudrais un peu changer la présentation et le rapport aux choses de la vie. Voilà on dit une chose, on dit crise du lien social. Crise. Et puis, on essaie de l'approcher avec quelques concepts sociologiques ou autres. On parle de façon claire de quelque chose qui un peu que beaucoup de gens peuvent éprouver. Et on dépasse le soi pour un peu aller vers quelque chose qui serait un élément une sorte de sensation, une sorte de réalité j'allais dire pan-individuel, je ne sais pas si je peux le dire, en tout cas au-delà de l'individualité d'une situation. Un peu la difficulté de cette parole, de la tenir, surtout quand c'est tard. Et même, ce n'est pas une histoire d'énergie ou de manque d'énergie, c'est plutôt une histoire de manquer de foi dans cette histoire-là. Je suis un incroyant, mais d'habitude, mais là j'utilise le terme de foi pour dire que j'ai dans la foi il y a de l'espoir. Un croyant, c'est quelqu'un qui espère. La clémence divine, un peu la miséricorde divine, quelqu'un qui espère toujours être lavé de ses péchés, être pardonné, etc. Voilà un croyant, quelqu'un qui a la foi. Et donc, j'ai perdu la foi dans la validité de la parole, dans sa capacité à relier les gens. On dirait que quelque part, il y a une sorte de liberté laissée aux individus. Ils peuvent l'exercer, cette liberté. Vous avez envie de parler, vous parlez, mais on ne vous offre pas la garantie d'une écoute. On ne vous offre pas, comment dire, on ne peut pas vous le garantir, vous garantir cela. Donc vous devez vous lancer sans être assuré
d'aboutir quelque part. Vous partez d'un point, et puis vous revenez un peu à votre point, vous revenez au même point. Vous n'avez pas bougé. Et pourtant, vous avez fait tout pour vous déplacer, pour essayer d'avancer. Et puis finalement, il y a des forces qui travaillent contre vous, qui se mobilisent contre vous, vous, qui vous ramènent en arrière. Un peu d'une sorte de... comme si vous jouiez une pièce dans laquelle vous avez toujours le même rôle indéfiniment, vous le répétez chaque jour, chaque fois que nécessaire quelque part. Et voilà, un peu la chose. Le héros maudit d'une funeste histoire. Une histoire qui ne peut même pas être racontée, elle est tellement navrante, elle est tellement triste finalement. Tristesse, ce sentiment un peu, comment dire, une sorte de mal-être, mais ça s'exprime doucement. Je suis triste, je suis triste. Vous ne pouvez pas hurler cela. Vous affirmez cette chose-là dans le calme. Je suis triste, mais c'est comme cela. Je l'accepte. Je ne peux rien faire contre. Et alors l'épopée, mon pauvre, tu n'as pas choisi le plus facile. L'épopée. Je n'ai pas lu Gilgamesh, mais j'ai entendu la pièce ou ce qui en a été tiré à la radio. Je l'ai suivi. Donc j'ai suivi, mais je ne me souviens pas. Après, Ulysse, tout cela, pas trop. L'Iliade, je ne l'ai pas lu. Évidemment, je la connais un peu comme tout le monde, parce qu'on en parle tellement. Et finalement, l'épopée, comment je l'imagine, alors que, en fait, l'épopée, c'est une histoire qu'on se fabrique, c'est un destin qu'on se construit. Pas à pas et jusqu'à un peu jusqu'au stade final, au moment où le héros est soit mis à mort, soit porté, comment dire, soit récompensé d'une façon ou d'une autre. On peut aussi se transfigurer dans la mort. Ça peut être une histoire qui se termine mal, et pourtant, l'épopée a eu lieu. Elle s'est terminée d'une façon comme cela, un peu dramatique, mais ça ne lui enlève pas le caractère, son caractère d'épopée. Mais l'épopée aussi peut se conclure d'une façon un peu plus calme, plus tempérée. Mais l'idée d'un drame, de quelque chose d'un peu funeste, c'est pas mauvais. Il y a plus de choses à dire dans le funeste que dans l'inverse. Funeste, c'est, je ne sais pas comment dire, c'est la chose que vous n'avez pas eue. Donc vous pouvez en parler toute votre vie. Et puis même encore plus loin, vous, successeurs, peuvent en parler. Quelque chose qui a été réalisé, peut-être c'est comme un repas qu'on a fini de manger. Et une fois qu'on a fini de manger, ben c'est terminé. Voilà un peu... on sait c'est que le désir un peu soit maintenu vivant, maintenu
toujours jaillissant, toujours prête à se lancer, prête à se... Qu'est-ce que ça peut être difficile quelquefois de parler, qu'est-ce que ça peut être pénible même. Et malgré cela, je vais continuer un petit peu. Je voulais faire une sorte de... Puisque j'ai une conversation qui était beaucoup éclatée, je voulais un peu faire une sorte... un peu faire une sorte de recentrage des choses. Et finalement, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu en même temps faire les deux choses, en même temps traiter de ce que j'ai cette idée du héros funeste, héros maudit, etc. Et il a mélangé avec le besoin du moment, et apparemment le mélange ou ne se passe pas bien, ne prend pas. Il y a quelque chose qui ne se fait pas. Je ne suis ni dans le développement de la proposition initiale, ni dans l'exposition d'une synthèse, la fabrication d'une synthèse ou d'une sorte de mise au point pour moi-même. Donc je suis un peu dans une sorte... je baigne dans les mots, mais ce bain-là, il ne me satisfait pas. Il est quelconque. Je ne suis pas à l'aise, je ne me délasse pas, je ne prends pas de plaisir dans cet instant. Alors je dois continuer ou je dois arrêter, j'en sais rien. Peut-être qu'il faudrait arrêter. Il y a toujours un moment où il faut arrêter. Ça vient de vous-même, vous êtes forcé de le faire. Vous n'êtes plus dans la capacité de continuer. Peut-être le choix d'une langue. Si j'avais choisi une autre langue, peut-être ça aurait pu se passer autrement. Mais là, il s'agit du français, et le français peut là aussi vous conduire dans des impasses. Peut-être une autre langue, ça aurait été beaucoup plus ouvert. Là, je suis un peu en face de mes limites et je n'arrive pas à faire plus. Je tourne un peu en rond et je ne fabrique plus rien. Je peux essayer de me relancer. Ce qui est marrant dans la vie, ce qui est assez, comment dire, ce qui t'a soulevé, souligné, c'est cette histoire qui m'avait un peu comme ça interpellé. C'est à un moment, je me suis dit, quelqu'un a mis des années, un temps assez considérable, à apprendre une langue et à la maîtriser. Et puis cette personne meurt, et elle emporte avec elle ce savoir. Moi, je m'étais focalisé sur la langue. On peut dire, là aussi, souvent quand quelqu'un meurt, on s'intéresse à lui par rapport à ce qu'il a laissé, ou à ce qu'il n'a pas laissé. Mais finalement, on cherche à se partager sa richesse, s'il en avait, et puis le reste, ses histoires, son expérience de la vie, sa singularité à lui, sa façon de percevoir les choses, sa relation aux choses, ce qui faisait de lui un être unique. Cela, on ne le regrette pas. On ne dit pas, tiens, j'aurais bien aimé le connaître un peu mieux. J'aurais aimé qu'il me raconte un peu plus.
certaines choses. Et sa mort va me laisser un peu dans une sorte d'inachevé. Il avait commencé à me parler de cette chose-là, puis on n'avait pas continué, j'ai attendu. Et j'ai trop attendu, et finalement, la mort est venue, et puis jamais je ne saurai la fin de l'histoire, par exemple. Jamais. Ces choses qui s'arrêtent. Chaque être a quelque chose de précieux qu'il transporte avec lui depuis peut-être son enfance, et qu'il garde un peu pour lui. Il a peur, je ne sais pas, de la partager, je ne sais pas ce qu'il retient. Et cette chose-là, il la garde pour lui jusqu'au jour où il l'emporte avec lui dans la tombe. Et cette chose-là aurait pu être très éclairante, très renseignante, très... Et bien finalement, ça s'est pas fait. Et donc, un peu, qu'est-ce qui reste de l'être humain si, après sa mort, quelquefois, il reste pas grand-chose. Alors, quand la personne a laissé des mots, peut-être que les mots vont, vont lui permettre de continuer de vivre pendant un moment. Ce sont ces mots qui expriment ou qui témoignent de quelque chose de lui. Évidemment, les gens ne passent pas leur vie à parler. Il y a des choses, il y a des moments, plusieurs années, pendant lesquels ils n'ont pas parlé. Donc il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé pendant ces années. Quelquefois, la personne s'est mise à parler alors qu'elle atteignait un âge assez avancé. Donc finalement, cela ne représente pas la personne dans son intégralité. Et pourtant, c'est mieux que rien, quelque part. Et il y a des choses qui peuvent donner une idée, pas fidèle, car l'être est plus que ce qu'il dit. Finalement, par exemple, j'arrête de parler, et puis des mots vont venir, parce que c'est comme cela. Soit j'avais des mots avant que je n'ai pas inclus dans ces paroles, soit après que j'aurais arrêté, j'aurai des mots, mais je ne pourrai pas les inclure. C'est comme cela. C'est une partie de ce qui nous traverse comme mot qui est d'une certaine façon conservé par ce biais de l'enregistrement, mais ce n'est pas la totalité, c'est une partie d'un tout toujours plus multiple, plus important, plus étendu. Et puis toujours cette histoire des mots. Donc les mots qui ne traduisent qu'une partie du sentiment intérieur. C'est là encore, il y a des choses qu'on ressent et qu'on n'arrive pas à exprimer. Et puis même, il y a encore pire, c'est quand on est un peu emmené par la langue. Et puis, c'est comme cela que les choses se présentent. Une fois qu'on a dit un mot, il y a d'autres mots qui le suivent. Et on commence un peu à passer du temps avec toute cette multitude de mots, alors qu'en fait, ce n'était pas désiré. Ce n'est pas ces mots-là qui peuvent témoigner du ressenti d'un moment. Ces mots-là, ils sont un peu trop
trop convenu, un peu trop, comment on dit, trop élastique, trop, ils peuvent servir à beaucoup de choses, ils sont d'une utilisation assez multiforme, donc ce n'est pas les mots qui parlent d'une situation précise, c'est les mots un peu euh, un peu comment dire euh, prêts à l'emploi, mais ils sont euh, ils n'ont rien de particulier, d'original. Ils ne sont pas faits à l'image de la personne. Ils sont qu'une sorte de reprise. Voilà, je reprends, je réutilise, je, 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 comment dire, je m'empare de quelque chose qui était là de tout temps. Donc me l'approprie, mais finalement, dans cette affaire-là, je ne me retrouve pas. J'ai comme quelqu'un qui prête sa demeure d'un certain nombre de choses qui lui sont tombées dans les mains. Et puis finalement, il ne les a pas choisis, il les a un peu rencontrés par hasard ou sur son chemin. Et pourtant, s'il avait eu le choix, il aurait mis autre chose, ou peut-être rien du tout. Juste lui et les murs. Et puis quelquefois, pourrait avoir le désir comme cela, d'arriver à faire passer quelque chose sans les mots. Sans les mots, et surtout sans toute cette multitude de mots qui sont si communs et presque impersonnels. Non, j'utilise ce mot, mais non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas mes mots, ce n'est pas mes expressions. Je le reconnais. Quelque part, je voudrais presque un peu se vider la tête de tous ces mots, puis finalement commencer à fabriquer sa propre langue, ou alors une non-langue, rien à la place. Peut-être un corps qui s'exprimerait tout seul, qui parlerait de corps à corps sans passer par la langue. Cette langue qui, même quand elle nous fait penser différemment, même quand elle nous fait croire qu'elle est un peu libre, nous ramène toujours vers les horizons qu'on avait envie de quitter. On ne quitte pas le monde quand on utilise la langue de tout le monde. On ne rompt pas avec le monde tant qu'on a recours aux mêmes signifiants, aux mêmes images, au même champ lexical, toujours la même chose. Je peux déplacer un mot, le mettre un peu avant ou après un autre. Je peux introduire une petite variation. Mais finalement, c'est pas important. Ça change pas là. Ça change pas le sens véritable des choses. Je sais pas ce que je dis, j'ai entendu quelque chose, j'ai prêté l'oreille, puis finalement j'ai dit une phrase comme ça change pas le sens véritable des choses. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette phrase-là? Voilà un peu comment, mon expression favorite, voilà un peu
et antique même. C'est cela la chose à laquelle il faut faire face. Et quelquefois les mots bien présentés, bien alignés, des mots qui se suivent dans un ordre clair et précis, qui sont dans une sorte de discipline lexicale. Et quelquefois, cela n'apporte rien ou n'est pas assez signifiant. C'est que c'est plutôt dans l'inverse, dans l'hésitation, dans le manque un peu le manque de saisissement des choses, le fait l'aveu qu'on fait à propos d'une sorte de perte de contrôle ou une sorte de plutôt autre chose, une sorte de désintérêt ou une sorte de, pour le mot est fort, divorce avec les choses, une sorte d'attitude un peu non pas méfiante, mais une attitude de rejet ou de, comment on dit, une volonté de, de désappartenir, de ne plus être dans ce continuum-là, et pourtant, voilà, encore une fois, c'est pour dire la désappartenance, on utilise le terme qui pérennise cette appartenance. Quel mot, par quel mot dire et se défaire et se situer ailleurs que dans les mots de tout le monde ou les mots de la langue. Voilà, j'ai essayé un peu j'ai fait une sorte de petit moment comme cela. Et, on a aussi on peut avoir des tics, mais on peut aussi avoir des sortes de manières de faire. Alors quand on n'a rien à dire, on fait appel à quelque chose qu'on a déjà traité. Ce rapport aux mots, je l'ai déjà fait, c'est pas la première fois. Mais voilà, c'est aussi mon corps qui signifie qui crée ce détachement, cette sensation de se trouver un peu une sorte de décalage avec les mots. Comme quelqu'un qui sortirait de son corps, évidemment, qui verrait son corps et qui ne le reconnaîtrait pas. Ceci est mon corps et en même temps, je ne me reconnais pas dedans. C'est moi et sans être moi. Ce sont mes mots et pourtant, ils ne sont pas, ils ne me correspondent pas. Ce n'est pas moi là. Pourtant, je les utilise, donc quelque part, il y a une sorte de lien. Et pourtant, c'est ce lien-là que j'essaie de dénoncer ou de faire tomber. Et évidemment, je n'y arrive pas parce que c'est constitutif de mon être. Ces mots, c'est moi. C'est mes outils à moi pour correspondre avec le monde et peut-être même quelquefois pour correspondre avec moi-même quand je ne parle pas, quand je suis en silence, je n'arrête pas de penser, je pense à moi avec des mots. Peut-être pas tout le temps, mais il y a des mots qui sont comme ça prononcés en silence. Peut-être ça peut être une histoire qu'on revisite ou quelque chose qu'on réinterroge, peu importe.
Voilà comment ces histoires là se terminent. Le héros, finalement, c'est le héros, non pas le héros fatigué, mais le héros qui échoue, arrivé au bout d'une sorte de mission, ou de quête, ou peu importe, de projet, et qui finalement est obligé de reconnaître qu'il n'est pas à la hauteur de ce qu'il a voulu entreprendre. Voilà comment se termine ce propos bizarre, on va dire, un peu particulier. Un peu parti, un peu naze. Voilà un truc un peu naze, oui, voilà, un peu naze. On peut traiter un propos de naze. Un peu le rabaisser ainsi, le réduire à quelque chose de peu d'importance. Un propos un peu idiot, un peu bête, un peu inintéressant, un peu. Ce qui était souligné, c'est que j'ai parlé. À peu près, j'aurais tenu la parole. J'aurais élevé la voix pendant 1 heure. Donc là, c'est quelque chose qui va rester pendant un certain temps. Dans la nuit du 20 au 21, j'ai parlé pendant 1 heure, à partir de minuit et quelques jusqu'à 1 heure et quelques, où j'ai parlé. Pour ne rien dire, mais j'ai parlé. C'est quelque chose d'acquis, et c'est quelque chose qu'on peut constater. On peut mesurer cela. Alors on pourrait après essayer de voir, de compter les mots qui ont été utilisés, les occurrences, etc. Et on va peut-être se rendre compte que finalement il y a eu peu de mots d'utiliser. C'est assez pauvre, lexicalement parlant. On peut considérer cela, c'est bien possible. Et puis, côté originalité du propos, il n'y en a pas. Il y a un propos qui n'est pas original, il n'y a pas de création, il n'y a pas d'éléments saillants, il n'y a pas quelque chose qui pourrait lui donner comment dire, lui a donné une certaine valeur. Ce propos n'a pas de valeur. Voilà. Comment on peut finir quelque chose comme cela? On est battu. Battu par soi-même ou battu par quelque chose de plus. Je suis un peu mis à la porte de mon propre propos. Mes paroles ou mon être m'éjecte, se débarrasse de moi et refuse de jouer le jeu que je voulais lui faire, auquel je voulais qu'il participe. Non, il refuse. On constate là encore une forme de divorce avec soi, mais on peut constater autant qu'on veut, ça ne change rien. Le fait est là, je suis dans une situation pas évidente. Et il y avait là aussi l'idée, puisque je suis libre d'une certaine façon, que personne ne m'écoute, je peux dire ce que je veux, et puis basta, je peux le mettre, le diffuser, le garder pour moi, c'est pareil. Et voilà, et je n'ai de contrat avec personne, donc je peux dire ce que je veux, du moment que ça reste un peu, j'allais dire, un peu dans cette forme, qui n'est pas surréaliste, mais qui n'est pas très attachée à la réalité elle-même. C'est quelque chose qui, à un moment donné, a quitté le plancher des vaches et qui, ça plane. Ouais, ça plane pour moi. Non, ça, je plane un peu. Je suis comme
comme dans une sorte de sentiment des réalités, un sentiment de sentiment d'être hors de soi tout en étant à l'intérieur de soi. Les deux sensations sont présentes. Et puis, je ne vais pas développer, je refuse de développer cette partie-là. Ça aurait pu être intéressant. Développer à un moment où on arrive, non pas au lâcher prise, mais ça pourrait être comme cela, une sorte de... mais je suis presque assuré que cela n'offre aucune perspective intéressante. Lâcher prise, je pourrais choisir de parler avec des sortes de, comment dire, une langue complètement incompréhensible, des bruits, des cris, de toutes sortes de choses. On pourrait aussi décider de me taire, ou aussi c'est quoi le lâcher prise, c'est quoi parler, un peu comme l'écriture libre, c'est quoi la parole libre, la parole sans retenue et sans objet précis. La parole pour la parole, comme l'écriture pour l'écriture, on mettrait côte à côte deux mots qui ne se retrouvent jamais dans cette situation. Et puis comprenne qui voudra, et puis on s'en fiche après du résultat final. Quelqu'un peut décider que cela n'a aucun intérêt, tandis qu'un autre peut dire ah oui, cela est vraiment a beaucoup de signification. Il permet un peu de voir cette chose pour que nous inconscient, peu importe, d'accéder à à une autre dimension de la réalité, peut-être dans les choses incomprises ou infamilières ou insensées, peu importe, il y a peut-être quelque chose à comprendre, à saisir. C'est vrai qu'avec le mot, on peut toujours euh, on peut toujours en faire matière à développement. Et les mots permettent de se poser plein de questions. Pourquoi ce mot-là plutôt qu'un autre? Pourquoi ce mot-là est mis à côté de celui-là et pourquoi pas à côté d'un autre? Toujours. Et pourquoi un peu ces mots-là plutôt que d'autres? Dans le sens où malgré le fait qu'on se considère comme libre, on va choisir une sorte de... On va se focaliser sur une série de mots parce que ce sont les mots qui viennent le plus facilement à la mémoire, en sachant que la mémoire est surtout est un peu capricieuse, est un peu joueuse, est un peu est un peu frivole. La mémoire vous accorde accès à des mots, puis vous refuse d'autres. Voilà. Voilà la mémoire des mots, elle est comme cela. Et puis finalement, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette vie? Qu'est-ce que c'est que ce destin? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Si quelqu'un me voyait parler avec la barbe que j'ai, peut-être que cette barbe donnerait une sorte, si je la montrais, elle permettrait d'entendre les choses différemment. Parce que celui qui s'exprime, il a une physionomie assez particulière.
une barbe de quelques mois, une barbe de vieux, et ça peut être assez informatif. Ce n'est pas la barbe d'un sage, ce n'est pas la barbe d'un patriarche, ce n'est pas... mais c'est une barbe, une véritable barbe grise et qui permet ces mots-là qui sortent, ils sortent de la bouche de quelqu'un qui a vécu. Et donc, quel statut pourrait-on leur dire? Comment devrait-on les considérer? Ce ne sont point les élucubrations d'un jeune un peu désœuvré. C'est quelqu'un qui a vécu et qui peut, euh, qui peut le prouver et qui peut en faire la démonstration. Donc ce mot qu'il dit dans sa bouche, il a sûrement une signification. S'il dit un mot, c'est qu'il sait de quoi il parle. Il a cette capacité de sélectionner les mots les mieux à même de traduire sa pensée ou sa non-pensée ou son incapacité à penser. Euh, S'autoriser un peu la liberté de dire la chose et son contraire dans une sorte d'exercice performatif gratuit. Voilà. On peut accorder le même crédit, la même valeur à la chose et à son contraire. Affirmer une chose, puis la contredire dans l'instant, dans le même mouvement. C'est ce que un peu la vie longue permet. Il n'y a pas de réalité fixe, il n'y a que des choses qui changent d'aspect, de forme, et puis si nous ne sommes pas capables de percevoir cette plasticité ou cette transformation continue, c'est notre problème. Le réel n'est pas fixe. Et quand on essaie de le traduire, quand on essaie d'en parler avec une multitude, une multiplicité d'hypothèses et d'approches, c'est pour essayer de ne pas perdre en vue cette spécificité-là. Le réel est au minimum multi quelque chose. Il est sûrement plus que ce que nous pouvons imaginer, peut-être moins, mais pas moins, mais encore plus. Plus et plus dans le moins dans le plus, peu importe, ça sera toujours quelque chose auquel on n'a pas été préparé, quelque chose qui ne nous est pas familière. Et voilà comment est la réalité, si tant qu'on puisse parler d'une réalité, on pourrait parler d'une réalité multiple ou infinie, on pourrait même parler de l'absence d'une réalité, dans le sens où ce terme, qui normalement c'est le terme quelque part, c'est le mot qui créerait la chose. C'est pas à l'inverse, c'est pas, on viendrait la réalité comme la vérité, ces catégories-là, c'est un peu, c'est une interprétation des choses, et cette interprétation, elle crée et elle a pour nom cette interprétation comme elle accorde une identité, un peu comme l'État qui délivre un papier d'identité, un numéro au hasard,
et bien finalement, la personne qui reçoit le numéro, elle n'a aucun rapport avec son numéro. Il ne signifie rien pour elle. Mais elle doit le garder, elle doit toujours s'en réclamer. Voilà là, ce qu'on nomme en réalité, c'est nous qui nommons la réalité, mais la réalité, elle est autre chose. Ce n'est pas un numéro, c'est pas un nom. C'est comme pour un individu, c'est pas un numéro, c'est pas un nom, c'est pas une carte d'identité. Il faudrait qu'il y ait une carte de multi-identité, une carte de, comment dire, qui dirait, une carte qui changerait. Aujourd'hui, je m'appelle tant parce que je suis d'une humeur comme ceci, une humeur particulière. Donc mon nom devrait correspondre à mon humeur du jour. Et puis, si ça se trouve, j'en changerai dans la journée même. Et puis, mon nom de famille serait lié à l'idée que je me fais d'une sorte de relation extra, comment dire, trans-individuelle, une relation qui dépasserait le cadre individuel. Aujourd'hui, je suis membre d'une communauté et je porte le nom de cette communauté. Et puis, mon lieu de naissance, là aussi, c'est un lieu qui peut varier. Aujourd'hui, j'ai envie de le mettre là où il y a un arbre qui me plaît, là où il y a un mur qui me plaît. Je suis né tout près de ce mur se trouve quelque part dans un lieu géographique nommé. Et puis, on pourrait continuer comme cela. Mais voilà la chose. Donc il faut vraiment que je m'arrête. Et j'ai fait un peu, dans une sorte de comme d'exercice de mots libres, mais c'est pas tout à fait cela. Libre mot. Voilà un peu, je pourrais dire, je pensais une chaîne, je pourrais créer une chaîne avec comme cela, comme nom, libre mot. Ouais. Les mots libres, ce n'est pas vrai. Les mots ne sont pas libres. Ou les mots, ou le mot liberté ne veut rien dire s'agissant des mots. Les mots appartiennent toujours à quelque chose. Ils sont là pour servir, ils ne sont pas là pour avoir une quelconque prétention. Ils ne demandent rien, ils ne demandent pas à être libres, ils sont là pour jouer un rôle, pour servir celui qui veut les utiliser. Ils n'auraient pas de volonté propre. Donc des mots libres, ça ne veut rien dire. On pourrait avoir envie, être tenté de commencer par un peu s'attaquer à tout ce qui semble se revendiquer d'une sorte de positionnement un peu au-dessus je sais pas si je peux dire altier, en tout cas positionnement un peu en hauteur, et puis voilà, s'attaquer à toutes les vérités, s'attaquer à tous les dogmes, à tout ce qui se présente comme une vérité, et puis librement pour un peu faire réagir ceux qui interprètent le monde d'une façon un peu trop un peu
trop conformes à, à leur, à leur vision ou à leur... je n'en sais rien. Je suis totalement... Voilà un moment, un résultat, pour le moins inattendu, celui de me retrouver une sorte de sensation de... une sensation d'être dans le vague, d'être un peu sans penser. Je ne pense presque pas. Je ne ressens rien et comme si j'étais un peu frappé, une sorte d'immobilité, une sorte d'irréaction. Je ne réagis pas. Je suis là et ma bouche s'affaisse et puis mon corps se tient dans une position un peu, un peu rigide, un peu voilà. Je serre, un peu, je croise les bras et dans une position un peu serrée comme cela, bien serrée. Et puis la tête, elle est les yeux qui se ferment un peu, puis comme une sorte, non pas d'irréalité, une sorte de réel un peu amoindri, un peu compromis, un peu incertain. Un petit trip, un tout petit trip, gratuit, oui, voilà. Il m'a fallu 1 heure pour obtenir ce petit trip de rien du tout. Et voilà, et c'est fini. Je redescends sur terre. J'ai eu droit à un petit moment d'extériorité, ou je ne sais pas comment le dire, un petit moment différent des autres, et encore, je surtraduis ou surinterprète. Il faut pas, il faut rester, il faut entendre cela avec beaucoup de prudence. C'est juste des mots qu'on essaie de mettre sur quelque chose qui peut-être, qui n'a peut-être que très peu de poids. Faut pas croire, c'est peut-être un mini trip. C'est presque rien du tout. Donc faut pas. Les termes, c'est les termes. Et donc on a beau essayer de préciser, le mot reste. Le mot qui a été entendu va rester. Il va demeurer le mot trip. Il faut pas. Il n'y a pas eu de trip. Voilà, on va dire ça comme ça. Pas de trip, c'est. Je suis pas à la recherche d'un trip, je m'en fiche de triper, donc voilà. Celui qui pense qu'il pourra un peu mieux exister en se tripant, c'est. Moi je pense qu'il a tort, mais c'est sa liberté. Il peut se triper à volonté s'il en a envie. Il peut. Voilà comment se termine ce propos sur ces mots. Voilà, comme ça.